Bonjour et bon réveil à la une de l'actualité ce matin. Naufrage d'un bateau de croisière en Chine. Cette nuit, à son bord, 450 personnes. Des hommes grenouilles cherchent toujours les corps, mais les chances sont minces de retrouver des survivants. La coalition anti-État islamique réunie ce mardi à Paris. Les alliés sont en quête d'une nouvelle stratégie pour contrer l'avancée fulgurante des djihadistes en Irak et en Syrie. Et puis la vague de boycott contre Israël semble avoir démarré. L'ONU ouvre ses portes à une ONG proche du Hamas. La France et la Grande-Bretagne ne participent pas à la conférence internationale de la sécurité à Tel Aviv qui a ouvert ses portes ce matin. Et puis une question également, mais que fait donc Marine Le Pen en Égypte? La présidente du Front National est au Caire depuis plusieurs jours pour une visite officielle. Elle a notamment rencontré l'un des leaders du monde sunnite avec qui elle partage, je cite, des convergences de vues, décryptage dans cette édition. Et puis pour finir, cette image qui a fait le tour du monde en quelques heures, le père Kardashian, devenu femme, fait la couverture du Vanity Fair. Kim Kardashian est pour sa part enceinte pour la deuxième fois. On tente de comprendre ce matin pourquoi cette émission de télé-réalité rencontre un succès inédit dans l'histoire. Pourquoi Kim a plus de fans sur Twitter que Barack Obama. Bienvenue à tous. Un navire a donc sombré cette nuit avec plus de 450 personnes à son bord dans le fleuve Yangtze, dans l'est de la Chine. La chaîne de télévision publique CCTV a déclaré qu'il s'agissait d'un accident sans plus de précision. Myriam Aman. Cela devait être une croisière de plaisance pour un groupe de retraités chinois. Ce sera peut-être l'une des pires tragédies du Yangtze. L'Étoile de l'Orient a sombré lundi avec à son bord 458 passagers et membres de l'équipage. Pour l'instant, seule une dizaine de personnes a pu être sauvées. Des hommes grenouilles plongent sur les lieux du drame, mais les chances de retrouver des survivants sont minces. Le Premier ministre chinois s'est rendu sur place pour coordonner les opérations de secours. La plupart des passagers étaient des touristes chinois, des retraités âgés de 50 à 80 ans. Ils participaient à une croisière de 4 jours classique sur le plus long fleuve de Chine. À une journée de la destination finale, le mauvais temps s'est transformé en tempête, puis en ouragan tropical avec des vents violents et plus aucune visibilité. L'Étoile de l'Orient s'est alors retournée et a sombré en moins de 2 minutes, selon le capitaine, l'un des rescapés de la catastrophe. L'ouragan a surpris les passagers dans leur sommeil. Ils ont été pris au piège dans leur cabine. Le bateau de 76 mètres de long pouvait embarquer plus de 500 passagers. La surcharge n'est donc pas la cause du drame. Mais la navigation sur le fleuve Yangtze, réputée moins dangereuse depuis la construction du grand barrage, reste tout de même soumise aux aléas du climat. Autre titre de l'actualité, je vous le disais, la coalition anti-islamique se réunit aujourd'hui à Paris. Les alliés sont en quête d'une nouvelle stratégie pour contrer l'avancée des djihadistes en Irak et en Syrie. Explication, Ariane Ménage. Mettre en place la nouvelle stratégie de la coalition face à l'État islamique, c'est l'enjeu de la réunion ministérielle qui commence ce matin à Paris. Une conférence présidée par Laurent Fabius et le Premier ministre irakien Haider al-Abadi. John Kerry, blessé, a quant à lui prévu de participer à distance. En janvier dernier, le chef de la diplomatie américaine s'exprimait sur l'importance de l'organisation de la coalition. Il nous reste beaucoup de travail. Le but de venir ici est que chacun amène ses meilleurs conseils et ses idées sur les éventuelles faiblesses de Daesh. Ses meilleures idées sur comment nous pouvons mieux faire ensemble pour améliorer nos opérations et mettre en place une stratégie pour les jours à venir. Mêmes objectifs cette fois encore. Les 24 participants de cette réunion entendent trouver une solution pour stopper l'avancée de l'État islamique. Une initiative qui intervient une semaine après la prise de la ville irakienne de Ramadi. 2 semaines après la prise de Palmyre, carrefour stratégique du désert syrien et centre culturel mondial. Les questions des combattants étrangers et du financement du terrorisme devraient également être abordées, comme lors de la dernière réunion à Londres. Nous sommes tout à fait conscients qu'interdire le flux de combattants étrangers et de fonds financiers vers l'État islamique est aussi important que la campagne militaire en elle-même. Laurent Fabius l'a annoncé, les discussions se concentreront principalement sur l'Irak. Les Occidentaux entendent aussi envoyer un message fort à Bagdad. Le pays doit reconstruire une armée organisée qui ne pâtit pas des luttes religieuses.
Bonjour Emmanuel Navon, professeur de relations internationales. Merci d'être avec nous. Alors on l'a vu, on le sait, la stratégie existante de la coalition ne fonctionne pas, les frappes aériennes ne suffisent pas. Quelle est la solution ? D'abord le problème c'est qu'il y a un manque de volonté de la part des forces régulières irakiennes. Elles sont mal armées, elles ont peur de Daesh parce qu'elles savent que Daesh est une organisation barbare qui décapite ses victimes. Et donc ils n'ont pas une véritable volonté de se battre, ils sont mal armés par l'Occident et donc ils fuient devant l'ennemi. Et les frappes aériennes ne suffisent pas pour arrêter Daesh. Donc ce genre de conférence à Paris, s'il n'y a pas une décision véritablement d'armer beaucoup plus les forces régulières irakiennes, ça peut peut-être aider, mais l'Occident ne peut pas motiver plus. Les Irakiens ne peuvent pas vouloir plus que les Irakiens eux-mêmes de défendre ce qui reste de leur pays. Est-ce que les alliés occidentaux de cette coalition, justement, sont plus réfractaires que leurs collègues arabes, notamment les monarchies du Golfe, à élargir, à renforcer cette mission ? Je pense que d'abord ce sont les monarchies du Golfe et l'Arabie Saoudite qui sont les plus menacées, plus que l'Occident lui-même, c'est clair. Je veux dire, si Daesh s'étend vers l'Arabie Saoudite et les monarchies, ce sont eux qui en pâtiront beaucoup plus que les pays occidentaux. Maintenant, la question est de savoir qu'est-ce qu'ils peuvent faire, aussi bien les Occidentaux que les monarchies du Golfe et l'Arabie Saoudite. Et là, encore une fois, il y a un problème de motivation des Irakiens qui ne s'identifient plus avec un pays qui est devenu un pays virtuel. Les identifications sont sectorielles, religieuses. Et dans ce manque de motivation est exploité par Daesh qui avance. Alors un changement de stratégie, s'il a lieu, si la coalition le décide aujourd'hui, sera déterminante sur l'issue des guerres en Irak et en Syrie, où ça ne dépend pas de la coalition finalement? Je pense que la coalition ne peut pas faire de miracle. Il y a là un véritable problème de fond qui est l'implosion de ces pays artificiels qui tenaient pendant la guerre froide parce qu'ils étaient tenus par des dictateurs. Ouais. Et aujourd'hui, ces régimes tombent et ils sont remplacés par un islam fondamentaliste contre lequel l'Occident peut très peu. Les jours d'Assad sont comptés? On dit cela depuis 4 ans. Ouais. Donc je ne parierai pas trop là-dessus. En tout cas, il semble que les Russes sont en train de le lâcher, ce qui mettrait effectivement en cause ce qui reste de son régime. Mais je pense qu'il y a là effectivement un phénomène qui se répand dans la région de cette implosion des pays arabes créés après la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Et là, c'est un phénomène, à mon sens, presque inexorable. Alors, pour finir, il y a un grand absent aujourd'hui, c'est John Kerry. C'est anecdotique, mais à cause de son accident de vélo, il ne pourra pas être à Paris aujourd'hui. Est-ce que ça pourrait changer le cours des choses, son absence? Non, je ne pense pas. De toute façon, il sera en contact avec la conférence par téléphone. Donc, son absence physique ne changera pas grand-chose. Je veux dire, par là, il sera toujours en contact. Il a ses représentants là-bas au Quai d'Orsay. Et que veulent les Américains? Alors ça c'est une bonne question parce que là-dessus, encore une fois, l'administration Obama, comme on l'a dit déjà, on l'a expliqué sur ce plateau, ne veut pas des troupes sur le terrain. D'un autre côté, elle ne veut pas non plus être humiliée par une victoire de Daesh, mais il n'y a pas de solution. La vérité c'est que l'administration Obama, et pas seulement, elle n'a pas de solution à ce véritable problème en Irak. Voilà qui est clair. Merci beaucoup Emmanuel Navon d'avoir été avec nous. En France, c'est aujourd'hui que sera présenté au gouvernement un rapport choc sur la lutte contre les filières djihadistes. Une batterie de mesures y sont proposées pour améliorer le travail des services de sécurité et de la justice. En substance, 2 grands axes, faciliter la surveillance et renforcer la prévention de la radicalisation. Joseph Emmanuel. 10 propositions pour un rapport choc sur le djihadisme. Les députés Éric Ciotti et Patrick Mennucci travaillent sur les filières djihadistes et présentent un catalogue de mesures. Objectif, aider la justice et les services antiterroristes à prévoir et combattre le djihadisme international. La classe politique est dans son ensemble d'accord sur un point, les propositions des 2 députés sont des propositions concrètes. Plus de coordination des services, un accès facilité aux fichiers, notamment des antécédents judiciaires et des papiers d'identité. L'objectif est la mise en place d'une interface pour un meilleur ciblage des recherches. L'aspect financier également, avec l'intensification de la surveillance des sources de financement du terrorisme. Au centre de ces dispositifs, la surveillance des liaisons aériennes et une difficulté, il faudra modifier l'article 7 du Code de Schengen pour permettre un contrôle systématique des passeports. Proposition délicate, faciliter l'espionnage informatique en vue de perquisitions plus simples et plus rapides. L'une des propositions phares,
la détection dès la prison des individus pouvant tomber dans le djihadisme. Le rapport propose d'isoler les détenus recruteurs et de créer des quartiers dédiés pour les autres détenus radicalisés. Le rôle des imams devient alors majeur pour identifier les profils les plus vulnérables. Enfin, l'accent sera mis sur l'action pédagogique. D'anciens djihadistes repentis témoigneront et des laboratoires universitaires mis en place pour des études musulmanes. L'un des points de départ de ce rapport est le dysfonctionnement majeur dans l'arrêt de surveillance des frères Kouachi. La logique purement territoriale de la méthode a entraîné un arrêt des écoutes téléphoniques car les frères n'étaient plus dans la zone de surveillance de Reims. Plus de 1700 Français seraient impliqués dans les filières djihadistes syro-irakiennes, soit plus de 3% des djihadistes de l'État islamique. Le ministre des Affaires étrangères allemand s'est rendu hier dans la bande de Gaza, une visite assez rare pour un homme politique occidental sur un territoire contrôlé par les militants du Hamas. Frank-Walter Steinmeier a appelé à la reconstruction indispensable de l'enclave palestinienne. Exception faite de Tony Blair, désormais en retrait. Frank-Walter Steinmeier est l'un des rares dirigeants occidentaux à se rendre dans la bande de Gaza. Le chef de la diplomatie allemande a poursuivi ce lundi sa tournée au Proche-Orient en passant plusieurs heures dans l'enclave palestinienne où la situation, dit-il, est proche du désastre humanitaire. De toutes les réunions que j'ai eues hier à Jérusalem et à Ramallah, je suis sorti avec l'espoir que tout le monde est au courant que nous sommes assis ici sur un baril de poudre qui peut exploser à tout moment. Sur la même longueur d'onde que ses partenaires européens, la diplomatie allemande considère la reconstruction de Gaza comme une priorité. La visite de Steinmeier a d'ailleurs servi de prétexte à l'inauguration d'un projet financé par Berlin dans l'une des écoles de l'UNRWA. Bien accueilli sur place, le ministre allemand des Affaires étrangères n'a pourtant fait preuve d'aucune complaisance à l'égard du Hamas. Près de 11 mois après le déclenchement de la dernière opération israélienne, Steinmeier veut aussi mettre la pression sur l'organisation islamiste palestinienne. La vérité, mesdames et messieurs, c'est que la reconstruction et le développement ne réussiront que lorsque ce sera certain que d'ici, de la bande de Gaza, aucune roquette ne sera lancée, que Gaza ne soit plus une base de lancement de roquettes. La veille, le chef de la diplomatie allemande avait appelé Israël à rouvrir les frontières de Gaza, une allusion au blocus maritime dont souffre toujours le territoire palestinien, malgré l'autorisation donnée aux pêcheurs de pouvoir naviguer plus au large. Voilà, et c'est dans ce contexte que la vague de boycott contre Israël semble avoir démarré. Je vous le disais, l'ONU ouvre ses portes à une ONG proche du Hamas. Israël parle d'un cirque de l'absurde. Dror, qu'en est-il ? Alors, il s'agit du Palestinian Return Center, et puis bon, c'est très clair, comme son nom l'indique, c'est une organisation palestinienne qui œuvre pour l'application du droit au retour des réfugiés palestiniens, droit auquel Israël est bien évidemment tout à fait opposé, et c'est une organisation qui est proche du Hamas et qui a été admise par l'ONU comme observateur au sein de l'instance onusienne qui supervise en fait les organisations non gouvernementales. Alors bien évidemment, on a réagi très durement en Israël. L'ambassadeur israélien aux Nations Unies, Ron Prosor, a déclaré la chose suivante, que sinon on allait finalement au bout de cette logique, eh bien on verra dans quelque temps le Hezbollah siéger au Conseil de sécurité et le Daesh voter au sein de la Commission onusienne des droits de l'homme. Au-delà du sarcasme, effectivement, c'est un coup de plus pour la diplomatie israélienne, mais tout de même, lorsqu'on voit la liste des pays qui ont voté pour l'admission de cette ONG, eh bien, l'Iran, le Pakistan, le Soudan, la Turquie, le Venezuela, la Chine et Cuba, donc c'est pas vraiment surprenant. Avec une telle majorité, on peut s'attendre à ce que des décisions tout à fait anti-israéliennes soient prises. Alors cette affaire éclate, on l'a dit, dans un contexte où l'on parle de plus en plus de boycott contre Israël. Est-ce que c'est une vraie menace ? Écoutez, en tout cas, les dirigeants israéliens semblent la prendre de plus en plus au sérieux, un nombre grandissant d'initiatives est prise au plus haut niveau. La nouvelle ministre de la Culture, Mme Miri Regev, a établi une commission qui est censée lutter contre les initiatives de boycott. On sait que les différents départements, notamment au sein des affaires étrangères en Israël, qui sont chargés de lutter contre ces initiatives, souffrent d'un manque de budget, de ressources budgétaires. Donc on peut s'attendre à ce qu'Israël mette davantage de ressources humaines et financières dans la lutte contre les initiatives de boycott.
mais le fait qu'on parle de plus en plus de ces initiatives qui sont pour l'instant partielles, qui ne constituent pas pour l'instant une véritable menace, mais qui peuvent le devenir dans les mois qui viennent. Benjamin Netanyahu lui-même, on a parlé à plusieurs reprises au cours de ces dernières semaines. Les présidents d'universités en Israël ont également fait part de leur inquiétude. Et bien tout cela crée une ambiance, une atmosphère qui fait que ça devient vraiment un sujet de préoccupation pour les Israéliens. Mais la seule manière, à mon sens en tout cas, de contrer cette menace, c'est que les négociations israélo-palestiniennes Alors justement, quelles conséquences sur les négociations? Est-ce que c'est un moyen finalement de faire pression sur Israël pour relancer le dialogue? Incontestablement, c'est un moyen de faire pression sur Israël pour que le dialogue soit renoncé. Et de ce point de vue, Israël a davantage intérêt que les Palestiniens à ce que les négociations reprennent. Parce que finalement, pour les Palestiniens, cette situation, elle est tout à fait bénéfique. Ouais. Ils continuent leur démarche unilatérale auprès des instances internationales, avec parfois un véritable succès, il faut le dire. Donc quel intérêt ils auraient, dans ces conditions, à revenir à la table des négociations? Or, du point de vue d'Israël, même si le gouvernement est un gouvernement dont le centre de gravité est très nettement à droite, donc plutôt opposé à un État palestinien, même si Benjamin Netanyahu lui-même a réaffirmé auprès des responsables de la diplomatie européenne qu'il était en faveur d'un État palestinien, Israël aujourd'hui a davantage intérêt que les Palestiniens à une relance des négociations de paix. Merci beaucoup Dror. Et autre preuve que ce boycott est en train de prendre forme, la Grande-Bretagne et la France ne participent pas à la conférence internationale de la sécurité qui a ouvert ses portes ce matin à Tel Aviv. On vous retrouve sur place, Mathias Inbar. Est-ce que ce boycott de ces deux pays européens est total ? Ah non, Barbara, effectivement, c'est ce qu'on aurait pu éventuellement constater avant de se rendre ici sur place, mais il y a plus de 82 délégations, plus de 250 compagnies, parmi lesquelles plusieurs compagnies françaises et britanniques. Nous venons de discuter avec leurs représentants officiels de toutes ces compagnies étrangères, notamment françaises et britanniques. Elles seront bien présentes. Pas aussi nombreuses qu'elles l'étaient lors des années précédentes, mais elles seront présentes ici pour voir, comprendre, analyser ce qui se fait de mieux. Et ici en Israël, en termes de défense, on est dans le salon international de la défense et du HLS, la sécurité intérieure, et donc de comprendre ce qui se fait de meilleur en Israël et surtout de passer des gros contrats. Je peux vous dire qu'ici, on vient de voir des délégations chinoises, ivoiriennes, sud-coréennes et donc des délégations françaises. L'attaché militaire de l'ambassade de France en Israël vient de passer à l'instant et de rentrer dans ce bâtiment. Inutile de préciser qu'il y ait question de gros sous. Pour vous donner un ordre d'idée, Israël représente par exemple 5 milliards de dollars l'exportation militaire du côté de l'Inde. Je vous l'annonçais hier, on parlait de boycott peut-être au niveau politique et culturel. Au niveau militaire, ça ne se passe pas comme cela, parce que John Brennan, par exemple, le directeur de la CIA, disait hier que les relations étaient au plus beau entre Israël et les États-Unis. Merci beaucoup, Mathias Inbar. Un mot de sport dans cette édition. Journée délicate hier pour les Français à Roland-Garros. Mon fils n'a pas trouvé les ressources face à Federer, numéro 2 mondial. Il s'incline donc en 4-7 et Federer accède au quart de finale. Autre événement du jour chez les filles, Sharapova, tenante du titre, a été éliminée. Lise Barenbaum. Première surprise de taille à Roland-Garros. La tenante du titre, Maria Sharapova, numéro 2 mondial, a été éliminée par la Tchèque Lucie Safarova en 2-7, 7-6, 6-4 en huitième de finale. La Russe n'a rien pu faire face à l'agressivité de son adversaire. Diminuée par un rhume, elle avait pourtant remporté aisément ses 3 premiers matchs, ne concédant au total que 17 jeux. Sharapova menait 4-1 dans ses face-à-face avec la Tchèque, mais leurs 3 derniers matchs avaient été extrêmement disputés. Safarova n'avait encore jamais atteint les quarts à Paris, où elle s'était arrêtée 2 fois en huitième de finale. Sharapova n'a jamais trouvé la faille dans la muraille défensive de la Tchèque, qui a mené la course dans les 2 sets. La Russe est revenue dans le premier pour arracher le droit de disputer un jeu décisif qu'elle a mal géré. Dans la seconde manche, Sharapova a été menée 3-0. Elle a égalisé à 3-3, mais a craqué sur son dernier jeu de service. Je vais revenir aux bases. Je sais qu'avec le travail, je peux y arriver. C'est le plus important, me refaire une santé, me préparer correctement. Et même si ça signifie que le prochain tournoi sera juste un échauffement, ou bien que je sois obligée de passer plus de temps à simplement m'entraîner physiquement, eh bien c'est ce que je ferai. Mais quand Wimbledon arrivera, je sais que je serai prête.
Côté messieurs, Stan Wawrinka a dû attendre quelques heures avant de connaître le nom de son adversaire en quart de finale. La partie entre Federer et Gaël Monfils a dû être interrompue à cause de l'obscurité, alors que les joueurs en étaient à 1-7 partout, 6-3, 4-6. Federer a maîtrisé le premier set, mais Monfils a réagi dans la deuxième manche. Breaké d'entrée dans le troisième set, le Parisien n'a jamais pu refaire son retard face aux Suisses. Malgré quelques fulgurances sans suite, la Monf n'a pas pu empêcher Federer de se qualifier pour son 44e quart de finale en Grand Chelem. Toujours le mec positif. Alors moi, je vois qu'en Suisse, c'est déjà en demi. Ça, c'est déjà une bonne chose. J'espère que ce soit moi, mais voilà, je vais tout faire pour. Et si ça ne suffit pas, moi, je suis content pour Stan. Pour la 10e fois en 11 ans, Roger Federer est donc en quart de finale à Roland-Garros, reprenant ses bonnes habitudes après son élimination en 8e l'an dernier contre Gulbis. Il retrouvera son compatriote Stan Wawrinka, victorieux dimanche de Gilles Simon. Voilà, et tout juste une semaine après le scandale qui a secoué la FIFA, eh bien l'enquête se poursuit toujours. Rudy, quels sont les derniers développements? Dernier développement, eh bien ça touche un Français, Jérôme Valk, qui est l'un des adjoints de Blatter et qui aurait été mêlé à ces affaires. C'est ce qu'on a appris cette nuit. L'Afrique du Sud également mêlée à cette enquête. L'Afrique du Sud également, avec 10 millions d'euros qui auraient été versés. Alors l'Afrique pour la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud, eh bien ces développements disent finalement, en tout cas l'Afrique du Sud a répondu en disant qu'effectivement ils avaient versé 10 millions d'euros à la FIFA, mais c'était dans le cadre d'un remboursement, donc ils se sont justifiés, c'est-à-dire que tous les jours on en apprend un petit peu plus sur cette affaire. Et pendant ce temps, la guerre Platini-Blatter se poursuit. Oui, parce qu'on le voit finalement tous les jours. La semaine dernière, les premiers événements n'étaient que les premières étapes d'un affrontement public, pour ne pas dire d'une guerre entre la FIFA, qui est la Fédération internationale de foot, dirigée donc par Blatter, et l'UEFA, qui est sa filiale européenne, dirigée par Platini. Alors la semaine dernière, Platini avait réellement publiquement demandé la démission de Blatter, et après avoir tremblé, après avoir vacillé, et après avoir été réélu, Blatter avait la ferme intention de régler ses comptes. Je pardonne, mais je n'oublie pas quand il s'agit des personnes. En ce qui concerne les attaques personnelles, je dis oui, j'ai été affecté. J'ai été affecté. Blatter veut-il, Blatter peut-il s'en prendre à Platini? Alors, c'est pas une question de personne entre Blatter et Platini. C'est-à-dire que Blatter en veut autant à Platini qu'à l'organisation UEFA, c'est-à-dire aux fédérations nationales qui ont poussé Platini à monter au créneau pour essayer de déboulonner l'indéboulonnable Blatter, justement. Dans un entretien donné dans la foulée de sa réélection à la RTS, la télé suisse, Blatter écarte les risques de scission, de gros désaccords entre FIFA et UEFA. Voilà ce qu'il dit. Il dit: on ne m'enlèvera pas de l'idée que ce n'est pas une simple coïncidence, que la réaction de l'enquête américaine, la réaction de l'UEFA était coordonnée, mais nous devons protéger la Coupe du Monde, il faudra continuer avec l'UEFA, nous devons avancer ensemble, la FIFA a besoin de l'UEFA a besoin de la FIFA. Donc tout va bien dans le meilleur des mondes. Non, alors ça c'est du langage diplomatique, pas du tout, parce qu'il y a des membres de l'UEFA, comme par exemple l'anglais David Gill, qui seraient prêts à des boycotts ou même à faire sécession. On parle même ce matin d'une Coupe du Monde sans la FIFA proposée par les Anglais. Donc à la base, David Gill avait été choisi par l'UEFA pour occuper un des postes de vice-président, mais il s'est désisté parce qu'il avait dit avant l'élection qu'il ne pourrait pas siéger à côté de Blatter, et il a donc tenu sa promesse. En clair, le langage diplomatique dit qu'il n'y aura pas de sécession, mais cela dit, Platini n'a pas du tout écarté cette hypothèse. Donc le prochain épisode, c'est samedi, il y aura la finale de la Ligue des Champions. Michel Platini, donc président de l'UEFA, a convoqué une réunion spéciale, donc on aura d'autres développements, mais il y en a tous les jours. Voilà, merci beaucoup Rudy. En économie, cette question, s'approche-t-on d'un défaut de paiement de la Grèce envers ses créanciers européens? Athènes continue de souffler le chaud et le froid pour trouver un compromis. De son côté, la Troïka perd patience et les Grecs, eux, se sont précipités tout le week-end pour retirer de l'argent liquide de leur compte en banque. La Grexit est désormais envisagée par tous. Le point avec Yohann Jameta. Réunion de crise improvisée hier à Berlin entre politiques européens et chefs d'entreprise. La chancelière allemande Angela Merkel recevait le président français François Hollande et le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker. À l'ordre du jour, trouver une position commune avec les créanciers sur le cas de la Grèce. Athènes doit en effet débloquer plus de 7 milliards d'euros pour ne pas se trouver à défaut de paiement.
Elle doit déjà rembourser 1,6 milliard d'euros en juin en prêt du Fonds monétaire international. Christine Lagarde, sa directrice, est également présente pour faire sa dernière offre à la Grèce. Mais ni la chef du FMI ni les autres dirigeants n'ont contacté plus tard dans la soirée le Premier ministre grec. Dans une tribune publiée ce week-end sur le monde.fr, Alexis Tsipras déclarait que son pays avait pris tous les engagements nécessaires pour rassurer ses créanciers. Selon lui, seuls les négociateurs empêchent le déblocage des discussions. Une opinion loin d'être partagée par tous, l'accord n'a pas été trouvé cette nuit. Myriam, où en sont les négociations? Alors, ce qui est intéressant, c'est le dîner d'hier soir auquel justement il n'y avait pas de représentation d'Athènes. Tsipras ni aucun ministre des Finances ou négociateur grec n'était présent. Ce dîner, c'était avec Angela Merkel, François Hollande, Juncker, Draghi ou encore Lagarde, représentation du FMI à souligner bien sûr. Un dîner qui s'est poursuivi jusqu'à minuit, un mini sommet de crise. Et puis là encore, un blocage qui a été constaté par tous, pas d'accord sur le niveau de pression à maintenir du côté des négociateurs et des créanciers sur Athènes. Alors quelles sont les prochaines échéances? La montre tourne. Alors ce qu'il faut se rappeler évidemment, c'est que cette prochaine tranche qui doit être libérée pour la Grèce, dont elle a crucialement besoin, libérée par l'Union européenne, ce sont ces 7,2 milliards d'euros. C'est cette somme que la Grèce attend dans les semaines à venir, courant du mois de juin. Et il faut se rappeler aussi cette dette gigantesque qu'a la Grèce à l'égard du FMI. On parle cette fois-ci de 32 milliards prêtés ces 5 dernières années par le Fonds monétaire international, ce qui justifie aujourd'hui un ton extrêmement sévère de la part de Christine Lagarde et du Fonds monétaire international, le FMI qui n'hésite pas à envisager haut et fort une Grexit, ce à quoi les dirigeants de l'Union européenne refusent pour le moment de mentionner. Michel Sapin a encore estimé il y a 3-4 jours que c'était complètement exclu. Les échéances, eh bien, c'est pour le mois de juin 1,7 milliard à débloquer de la part de l'Union européenne en direction d'Athènes et puis 300 millions de dollars à rembourser au Fonds monétaire international pour le 5 juin, une première tranche de remboursement. Alors pourquoi, depuis le début de ces négociations, Athènes souffle le chaud et le froid? Alors parce qu'il faut contenter les électeurs à l'intérieur et puis bien sûr assumer un discours qui tienne la route à l'extérieur et vis-à-vis des créanciers. Et du coup on se rend compte aujourd'hui que Yanis Varoufakis, celui qui était pourtant le belligérant le plus agressif à l'égard de l'Union européenne, est aujourd'hui en train de calmer le ton. Il a estimé qu'il y aurait un remboursement en temps et en heure de tous les créanciers, qu'il s'agisse de l'Union européenne ou alors du Fonds monétaire international. Mais celui qui a été très agressif ces derniers jours, c'était plutôt Alexis Tsipras, le Premier ministre grec, qui a dénoncé dans une tribune du Monde l'intransigeance des créanciers, dit-il. Il faut choisir entre l'Europe de l'égalité ou l'Europe de la division. Et justement, lui répondent ces créanciers, le choix est fait, il faut l'égalité pour tous. Et c'est pour cela que l'Union européenne demande aujourd'hui de telles réformes structurelles, notamment sur le marché de l'emploi et des retraites. Merci beaucoup Myriam. Et puis toujours en économie, en France, le chômage continue de battre des records. Plus 26 200 chômeurs en avril, soit plus de 3 530 000 demandeurs d'emploi. Voilà, à suivre dans le morning, une question. Mais que fait donc Marine Le Pen en Égypte? La présidente du Front National est au Caire depuis plusieurs jours pour une visite officielle. Décryptage après un nouveau journal qui vous est présenté par Eleanor Veil. Et on poursuit avec cette question. Mais que fait donc Marine Le Pen en Égypte? La présidente du Front National est au Caire depuis plusieurs jours pour une visite officielle. Elle a notamment rencontré l'un des leaders du monde sunnite avec qui elle partage, je cite, des convergences de vues. Explication, Joseph Emmanuel. Marine Le Pen en Égypte pour combattre le fondamentalisme musulman. Elle vient saluer le combat du président Al-Sisi, un combat essentiellement dirigé contre l'opposition islamiste. Depuis qu'il a destitué l'ancien président Morsi, Al-Sisi est accusé par beaucoup de réprimander dans le sang les fidèles de la confrérie des frères musulmans. Une accusation à laquelle ne prend pas part Marine Le Pen. Elle dresse un parallèle entre la fameuse confrérie et l'État islamique. Il est incontestable que la matrice de l'idéologie du projet politique de l'État islamique, la matrice est constituée par les frères musulmans. Nos choix au Front National sont clairs, soutenir les pays qui luttent contre le fondamentalisme, au premier rang desquels bien entendu l'Égypte et les Émirats arabes unis. C'est le Premier ministre égyptien que Marine Le Pen rencontre durant cette visite. Un Premier ministre avec qui elle dit partager la même vision. Ce que je souhaite dire, c'est quelque chose que m'a dit le Premier ministre et que je partage.
Il m'a dit, ces gens-là, en parlant des fondamentalistes, ils voulaient changer l'ADN des Égyptiens. Et je crois que tout est dit dans cette formule. Le peuple égyptien, dans une réaction quasi immunitaire, a parlé, a dit ce qu'il pensait du gouvernement des fondamentalistes qu'il avait subi. Une visite au Caire pour savoir ce que pensent les Égyptiens, mais également pour dire ce qu'elles pensent. Le grand imam d'Al-Azhar, l'une des plus prestigieuses institutions de l'islam sunnite, a reçu, à sa demande, précise-t-on dans l'entourage de l'imam, Madame Le Pen. Objectif, explorer ensemble les voies possibles d'une future coopération contre les salafismes et contre tous les courants radicaux de l'islam. La discussion aurait duré plus d'1 heure. Madame Le Pen a affirmé que l'entretien avait permis au grand imam de découvrir son véritable projet politique. De son côté, l'entourage de l'imam a justifié la réception de Madame Le Pen par l'opportunité de lui montrer le véritable islam. La visite en Égypte de Madame Le Pen n'avait pas été annoncée. Beaucoup y voient la continuation du processus de dédiabolisation enclenché au Front National depuis quelques années. Les liens entre le Front National et les pays arabes ne sont pas nouveaux. Jean-Marie Le Pen a toujours entretenu des relations avec de nombreux dictateurs arabes. Mais les relations étaient plus portées sur l'aspect politique que religieux. Des liens idéologiques souvent scellés autour d'un antisionisme que partageaient le Front National et les pays arabes. Des liens aujourd'hui présentés comme anti-djihadistes. Dror, il y a quelques jours, on se demandait pourquoi Marine Le Pen était à Moscou. Et voilà qu'aujourd'hui, on se demande pourquoi elle est au Caire. Pourquoi elle est au Caire? C'est assez clair. Et puis dans le reportage de Joseph, on en a eu déjà plusieurs indications. Elle améliore son image de marque, c'est déjà pour des raisons internes. Elle dit à l'électorat français, à la classe politique et à la classe intellectuelle également française, regardez, je ne suis pas raciste, je ne suis pas anti-arabe, je ne suis pas même anti-musulman puisque je m'entretiens avec le chef, l'imam de la mosquée Al-Azhar. Et la mosquée Al-Azhar, c'est peut-être l'institution la plus prestigieuse du monde musulman sunnite. Donc, du point de vue de Marine Le Pen, c'était un joli coup d'obtenir cet entretien, même s'il y a eu un petit cafouillage autour de ce qui a été dit, parce que le cheikh Al-Tayeb a déploré, a condamné les positions supposées de Marine Le Pen sur l'islam, qu'elle a qualifié d'inacceptable. Il y a eu un petit cafouillage. Marine Le Pen, il faut dire, également a rencontré le Premier ministre égyptien. Et c'est également l'occasion pour elle de rendre hommage à un régime dont on sait à quel point il a réprimé le fondamentalisme musulman et son expression politique, les frères musulmans. Et elle a également rencontré le pape copte. Et là aussi, c'est un appel du pied, bien évidemment, à une partie de son électorat pour dénoncer les persécutions dont sont victimes les chrétiens d'Orient. Est-ce qu'il y a aussi, par ce choix d'aller au Caire, une dimension géopolitique, une orientation internationale à sa politique? Oui, bien évidemment, parce que l'Égypte présente le double avantage d'être à la fois à la pointe du combat contre l'islamisme et contre le djihadisme, mais également celui de s'éloigner des États-Unis. On sait que les relations entre l'administration américaine et le régime égyptien du maréchal al-Sisi ne sont pas vraiment très bonnes. Les Égyptiens sont très déçus de l'attitude américaine. Et on sait à quel point Marine Le Pen penche beaucoup plus du côté de Moscou que du côté de Washington. Donc tout s'imbrique d'une manière très claire. Dror, un personnage clé qui accompagne Marine Le Pen dans tous ses déplacements à l'étranger, c'est son conseiller justement géopolitique, Émeric Chauprade. C'est à lui qu'on doit les orientations internationales, la présidente du FN. Oui, très clairement. Et le fait qu'Émeric Chauprade soit aux côtés de Marine Le Pen est une indication très claire des orientations géopolitiques justement de Marine Le Pen et du Front National. Un petit portrait peut-être d'Émeric Chauprade avec ces différents points. Les députés européens, géopolitologues proches de l'action française, mouvement royaliste, c'est un traditionnaliste chrétien. Il est en faveur d'un rapprochement avec la Russie, on en parlait tout à l'heure. Et puis deux petites citations, l'Europe doit réaffirmer ses racines chrétiennes face au réveil violent de l'islam, justement. Le fondamentalisme sunnite est l'ennemi de la France. Israël est confronté au même ennemi. Et là, on a quelque chose d'intéressant, parce que ces déclarations d'Émeric Chauprade, elles ont valu à un certain Alain Soral de claquer la porte du Front National. Parce qu'Alain Soral, antisémite, antisioniste et antisémite forcené, ne pouvait pas supporter que le conseiller numéro 1 en matière de géopolitique au Front National prenne des positions qu'on peut considérer comme étant pro-israéliennes. Selon lui, Israël et la France et l'Europe ont un ennemi commun, c'est le djihadisme. Donc là, il y a une orientation intéressante. On n'est plus dans l'antisionisme qui était celui peut-être de Jean-Marie Le Pen père. On est
Alors, on ne va pas assister véritablement à un rapprochement entre le Front National et Israël, puisque Marine Le Pen est encore persona non grata en Israël. Mais là, il y a une nouvelle orientation qui peut donner à réfléchir. Le FN 2.0 de Marine Le Pen. Merci beaucoup, Dror. Et on reste en Égypte avec cette polémique. Il est historien égyptien et vient d'effectuer une visite en Israël. Son retour au pays a été très mal accueilli. Cyril, près de 40 ans après l'accord de paix entre les deux pays, l'opinion publique égyptienne semble toujours hostile à Israël. Oui, même si depuis l'accession au pouvoir d'Abdel Fattah al-Sisi, le nouveau président égyptien, les relations entre Israël et l'Égypte sont plutôt au beau fixe, beaucoup de coopération, notamment au niveau militaire, au niveau sécuritaire. On a quand même coutume de dire que le traité de paix entre Israël et l'Égypte, c'est un traité de paix froid, c'est une paix froide, pas encore de véritable normalisation. Et Magad Farag, vous allez le voir, en a fait les frais. C'est un historien, un éminent historien égyptien. Il s'est rendu en Israël la semaine dernière pour participer à un colloque. Et puis, depuis Jérusalem, vous le voyez, il poste tout simplement, comme chacun d'entre nous le fait, des photos sur Facebook avec cette petite phrase qui n'est pas anodine. Oui, je suis pour la normalisation avec Israël, écrit-il donc sur son compte Facebook. Des clichés et une phrase qui lui ont valu une volée de bois vert dans les médias égyptiens. Voilà ce qu'il attendait à son retour. أنا أروح إسرائيل زي ما أنا عايز. إسرائيل دولة فيها بيني وبينها وبين مصر علاقات دبلوماسية ومعاهدات سلام. إسرائيل أنت كاتب إن أنت مؤرخ مصري وهذا يشين المؤرخين المصريين لأن المؤرخين المصريين لا يطبعون مع العدو الإسرائيلي. Voilà, prise de position quand même courageuse pour cet intellectuel, c'est rare en Égypte. D'autant plus que l'interlocuteur, enfin en tout cas son détracteur sur ce plateau télé n'était autre que le secrétaire général de l'association des historiens égyptiens. Alors jamais de mémoire d'historien, Magad Farag n'avait autant été courtisé par les plateaux télé. Il a participé à plusieurs débats télévisés plus courtois que celui qu'on vient d'entendre, des débats où il défend son idée de pouvoir se rendre en Israël, comme il pourrait se rendre à Singapour ou à Paris. Puis il appelle aussi ses compatriotes à abandonner la vieille idéologie antisioniste égyptienne au profit d'une approche beaucoup plus rationnelle qui défend les intérêts nationaux de l'Égypte. On écoute. مسألة مبدأ إنها دولة محتلة في الآخر هي دولة محتلة والفكر الصهيوني يعني عايز من النيل إلى الفرات وعايز يدمر العالم العربي. لا 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 الكلام ده كان زمان. هي دولة مش محتلة بالنسبة لي. أنا بلدي اتحررت تماما ما أصبحتش محتلة بلدي. خلي اللي محتلة بلدهم هم يحرروها. أنا ماليش دعوة. ينفع إسرائيل دولة ليها وجود رضيت أم لم ترضى وهتفضل ليها وهتفضل موجودة رضينا أم لم نرضى. فخليها بجميلة بقى ونرضى. Voilà, chapeau, beaucoup de courage, la visite d'un Égyptien en Israël qui suscite, vous voyez, beaucoup d'émotions en Israël. Ouais. Alors, est-ce que les Égyptiens préfèrent se rendre en Israël ou rejoindre les rangs de l'organisation de l'État islamique? C'est un dilemme cornélien qu'ont dû résoudre des passants égyptiens au profit d'un micro-trottoir réalisé par un site d'information égyptien répondant au nom de Dot Masser. Regardez ce que ça donne. Magnéto, Émilie. صعب بصراحة. طب احنا ضد إسرائيل وعدوتنا إسرائيل. داعش. لا ما اقدرش اختار، انا اخترت مصر. هنضم داعش. اسافر إسرائيل. اروح السودان. لو ليا حرية الاختيار اروح اموت احسن. اسافر إسرائيل. Voilà, donc des réactions plutôt mitigées. On répétera jamais assez le poids et le rôle que jouent les intellectuels dans la normalisation d'un traité de paix, notamment entre Israël et l'Égypte. Tout à fait. Merci beaucoup, Cyril. Au chapitre santé, une question revient sur le devant de la scène. Que sait-on des risques associés à la pilule contraceptive? Les dernières études ne sont pas forcément rassurantes. Betsabé, pilule ou pas pilule? Alors, une étude parue la semaine dernière dans The British Medical Journal confirme le risque accru d'accident par thrombose veineuse associé aux pilules de 4e génération. Alors, la thrombose veineuse ou phlébite, c'est un caillot sanguin qui va se former dans une veine, qui fait rire apparemment Cyril, et qui va en tout cas freiner la circulation. Ainsi, vous avez, comme c'est écrit sur vos écrans, 4 fois plus de chances de développer une thrombose veineuse par rapport à une femme qui ne prend pas de contraceptif, et en tout cas 2 fois plus de chances par rapport à une femme sous un contraceptif de 2e génération. Alors on précise quand même au passage que vous avez 10 fois plus de chances d'avoir une phlébite en cas de grossesse. Hein, voilà, donc pour mettre tout en proportion. Ouais. Alors d'ailleurs, l'Académie de médecine préconise, attention, de réduire l'usage de cette pilule 4e génération chez les femmes de plus de 35-40 ans et chez les femmes obèses. Alors,
Que reste-t-il, vous allez me demander, en termes de pilule? Une pilule de première génération qui est bourrée d'œstrogènes, une pilule de deuxième génération qui est apparemment mal tolérée par la plupart des femmes, enfin une pilule de troisième génération qui a pour le moins mauvaise pub, puisqu'en 2013 notamment, une jeune femme a été victime d'un AVC qui l'a laissée lourdement handicapée, causé par ce genre de pilule. Alors si on ne veut pas prendre de risques, alors d'abord, est-ce que c'est dangereux pour les femmes qui fument, par exemple? Il faut qu'on parle des femmes qui fument à partir de 35 ans. On conseille aux fumeuses d'oublier toute contraception contenant des œstrogènes, aussi bien la pilule que vous avez les patchs ou encore les anneaux vaginaux, au risque d'accroître le risque d'infarctus du myocarde. En revanche, pour celles qui ne fument pas, ou Barbara, qui ont arrêté de fumer, devraient pouvoir continuer leur pilule habituelle si elle est bien tolérée. Autrement dit, eh bien, les risques ne sont pas accentués par l'âge seulement. Quant au cancer du sein, qui peut inquiéter certaines femmes sous pilule, eh bien la prise d'un contraceptif oral ne semble pas accroître les risques de développer la maladie, à moins que la maladie soit déjà là et qu'elle n'ait pas encore été détectée. Au contraire, sur le cancer, eh bien, sachez que les contraceptifs hormonaux combinés, donc qui contiennent notamment cet oestrogène, auraient un effet protecteur contre le cancer des ovaires et de l'endomètre jusqu'à 15 ans après l'arrêt de la maladie. Alors, vous vouliez savoir qu'est-ce qui reste comme autre moyen de contraception? Alors, vous avez le stérilet en cuivre, les spermicides, le diaphragme, les préservatifs qui protègent en plus accessoirement des maladies sexuellement transmissibles. Et puis, vous avez enfin demandé, Cyril, gentiment à son compagnon qu'il adopte lui-même une contraception hormonale, puisque oui, messieurs, ça existe pour les hommes, même si cette pilule pour hommes n'a pas vraiment la cote, notamment en France. D'ailleurs, les médecins en France qui la prescrivent, eh bien, se comptent sur les doigts de la main. Alors, on va vérifier cette information avec une spécialiste. Merci Betsabé. Béatrice Guigues, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes gynécologue, vice-présidente du Collège national des gynécologues et obstétriciens français, c'est pas facile à dire. Alors, avant de parler des risques liés à la pilule, un mot de cette pilule pour hommes, vous y croyez, ça marche? Bonjour. Écoutez, la pilule pour hommes, on en parle depuis très très longtemps. C'est vrai qu'il y a des difficultés d'appliquer cette méthode et donc voilà, pour le moment, il n'en est pas encore question, effectivement. Alors concernant la pilule pour femmes cette fois, est-ce que c'est plus sûr de se tourner vers un moyen de contraception effectivement sans hormones? Alors, pour répondre à cette question, je pense qu'il faut tenir compte de la patiente en premier, c'est elle qui va faire le choix de sa contraception. Bon, la pilule est quand même une bonne méthode de contraception, mais il faut bien sûr par un interrogatoire éliminer tout risque de thrombose veineuse dans les antécédents, dans la famille. Donc il y a des contre-indications formelles à la pilule, mais on ne peut pas dire que la pilule n'est pas une bonne méthode de contraception. Est-ce que l'âge de la femme en question est un facteur à risque? Après 30 ans, est-ce qu'on peut prendre la pilule comme avant cet âge-là? Alors pour l'âge, le fait de fumer ou de ne pas fumer est un élément très important. Il est sûr qu'une femme qui fume, on ne va pas prescrire la pilule au-delà de 35 ans en général. Bon, après, il faut voir en fonction de chaque personne. Mais une femme qui ne fume pas, on peut prescrire plus longtemps. Alors pour finir, est-ce qu'il existe une corrélation prouvée, avérée, entre le cancer et l'administration de la pilule contraceptive? Alors vous voulez parler du cancer du sein? Oui. Alors pour le cancer du sein, on n'a pas d'études qui donnent réellement, qui prouvent réellement un risque supplémentaire lié à la prise de la pilule, mais c'est encore un point d'interrogation. Ouais. Merci beaucoup Béatrice Guigues d'avoir été avec nous ce matin. À suivre, on se rendra à Tel Aviv où la conférence internationale pour la sécurité a ouvert ses portes ce matin. Mathias Inbar, on vous retrouvera pour découvrir les dernières technologies militaires de pointe. On se retrouve après un nouveau journal qui vous est présenté ce matin par Eleonore Veil. Retour sur le plateau du Morning, merci d'être avec nous. Il s'appelle Abdullah Barghouti et purge une peine de prison à perpétuité en Israël pour terrorisme. Il est responsable de plusieurs attentats ayant causé la mort de 66 Israéliens.
Imaginez donc la surprise des services pénitentiaires lorsqu'ils ont découvert que l'homme donnait une interview depuis sa cellule à une station de radio de la bande de Gaza. Depuis, des mesures ont été prises. Mathias Inbar. Tel un scénario de film. Un prisonnier sécuritaire se procure un téléphone et se fait interviewer illégalement en direct par la radio du Hamas. L'histoire se passe en Israël. Une fois son téléphone trouvé, le prisonnier en question, Abdullah Barghouti, a été placé en isolement. Ce dernier, ancien commandant du Hamas en Cisjordanie, a été condamné à 67 peines à perpétuité pour son implication dans plusieurs attaques terroristes, dont l'attentat du restaurant Sbarro à Jérusalem en août 2001, qui avait tué 15 Israéliens. Alors comment un tel profil placé sous haute sécurité a-t-il pu se procurer un téléphone portable ? Nous avons posé la question à l'ancienne directrice de l'administration pénitentiaire israélienne. Sa réponse est édifiante. Les prisonniers ne sont pas exclus du monde extérieur. Ils sont en contact avec leur famille, avec leurs avocats. Ils sont transportés au tribunal et peuvent aussi passer des examens dans des hôpitaux publics. Vous ne pouvez pas tout contrôler. Enfin, vous pouvez contrôler ce qu'il se passe à l'intérieur. C'est beaucoup plus compliqué de le faire à l'extérieur. C'est justement un contact de l'extérieur qui aurait transmis le téléphone portable à Barghouti. Il s'en est d'ailleurs servi pour appeler l'aile militaire du Hamas à ne pas avoir pitié de l'ennemi israélien, tout en exhortant les leaders du groupe terroriste à parvenir à un accord avec Israël sur la libération des prisonniers. Des mesures seront prises, affirment les responsables de la prison, même si, selon Orit Adato, la marge de manœuvre est parfois réduite. En Israël, la loi ne permet pas de procéder à une fouille au corps de manière inopinée. Même si vous disposez de renseignements selon lesquels ce prisonnier transporterait à l'intérieur de son corps de la drogue ou d'autres produits dangereux, vous n'y êtes pas autorisé, comme cela est le cas dans la plupart des pays dans le monde. Je ne pourrais même pas lui demander d'ouvrir la bouche ou de regarder d'autres parties de son corps. C'est un problème. Cette ancienne directrice tempère toutefois le risque et indique qu'Israël est l'un des pays les moins touchés par les infractions au code dans le monde carcéral, tant civil que sécuritaire. Voilà, toujours concernant la lutte antiterroriste, direction le Palais des Congrès de Tel Aviv, où on vous retrouve Mathias Inbar. Le congrès annuel de sécurité a ouvert ses portes ce matin. Alors, première question, est-ce que la représentation internationale est plus frileuse cette année, alors qu'on parle de plus en plus de boycotts contre Israël ? Écoutez, Barbara, il faut différencier les deux catégories. Tout d'abord, les produits ou alors les compagnies qui s'occupent de sécurité intérieure, de HLS, c'est-à-dire de Homeland Security en anglais. Et là, effectivement, les compagnies ne sont pas du tout frileuses et viennent tester ce qui se fait de mieux en Israël. En revanche, lorsqu'on parle de compagnies d'attaque, et notamment, vous allez le voir derrière moi, ces fusils ici de précision, notamment des tirs de précision à longue distance, on retrouve uniquement des compagnies chinoises, des compagnies ukrainiennes, mais quasiment aucune compagnie française et britannique. Mathias, quels sont les enjeux et les objectifs de ce congrès annuel ? Alors justement, de placer Israël au cœur de la scène internationale de défense et de sécurité intérieure. Je vais d'ailleurs vous montrer ce qui se fait de mieux ici dans cette conférence. Vous avez vu les tirs de précision. Il y a ici notre ami le chien, le meilleur ami de l'homme. Il est protégé. Ce sont les unités canines de la police israélienne qui diffusent leur savoir dans le monde entier. Ce chien soldat qui est accompagné de ce blindé transporteur de troupes. Vous allez le voir également, il y a ces soldats, ils sont à côté de moi. Ces soldats font partie des unités d'élite de l'armée israélienne. Ils diffusent leur savoir tout au long de l'année par le monde. Ils reviennent d'ailleurs de l'Est du globe, pour ne pas donner des détails. Et la grande star de l'événement, de cette conférence, c'est surtout, vous allez le voir derrière moi, ce drone. Ces deux drones qui sont capables de prendre des images et surtout d'attaquer des cibles à plus de 3 km de distance. Mathias, pour finir, est-ce qu'Israël est un des pays leaders dans le monde dans cette lutte antiterroriste, notamment à cause d'une malheureuse expérience ?
Écoutez, Israël, oui, on peut le dire qu'Israël est l'un des leaders, notamment dans sa diffusion commerciale de nouvelles technologies. On parle de 5 milliards de dollars de ventes israéliennes à destination de l'Inde. Mais également, effectivement, il y a surtout cette nouvelle technologie, ces nouvelles technologies qui sont développées, qui sont diffusées, vendues dans le monde. Mais Israël est aussi un réceptacle de nouvelles technologies, notamment les technologies américaines de protection antimissile. On peut citer notamment les systèmes d'hommes de fer et les systèmes de missiles anti-patriotes, justement vendus par les États-Unis à Israël. Ces batteries de patriotes qui sont situées tout au long de l'année dans le port de Haïfa. Merci beaucoup, Mathias Inbar. Et on en vient à cette révélation. Le criminel de guerre nazi Adolf Eichmann a reçu la visite de son épouse en Israël un mois avant son exécution. Une visite qui a duré exactement 1h30 et qui était restée secrète pendant plus de 50 ans. Léa Volbert. Adolf Eichmann, criminel de guerre, haut fonctionnaire du Troisième Reich, a été exécuté en Israël le 31 mai 1962. Un procès retentissant, gravé dans l'histoire de l'État d'Israël, relaté dans des livres, dans des films. Pourtant, 53 ans plus tard, des archives révèlent de nouveaux éléments des derniers jours de la vie du général SS. Selon ces documents dévoilés dimanche, Vera Eichmann, la femme du nazi, aurait reçu l'autorisation d'une visite en prison. 90 minutes, un mois avant l'exécution. 90 minutes d'humanité accordées à l'un des bourreaux de plus de 6 millions de juifs. Il a lui-même formulé la demande, transmise par son avocat au ministre de la Justice, Dov Yosef, puis débattue pendant de longues heures à la Knesset, le Parlement israélien. C'était le 18 mars 1962. Golda Meir, alors ministre des Affaires étrangères, et le Premier ministre David Ben-Gurion écoutent attentivement Yaakov Hazan, président du Comité de la Défense et des Affaires étrangères. Sur ses conseils, la décision est prise de délivrer cette autorisation pour ne pas entacher l'image d'Israël. Seule condition, être sûre que Vera Eichmann n'abrégera pas les souffrances de son mari. Elle entre dans la prison de Ramleh à 12h20, elle en sort à 13h40. À 22h cette même journée, Adolf Eichmann rédige une lettre de remerciement à l'État d'Israël. Il est pendu un mois plus tard. Son corps est incinéré dans un crématorium construit spécialement à cet effet dans la cour de la prison de Ramleh. Ses cendres sont dispersées dans la Méditerranée, conformément à ses dernières volontés. Voilà, il est l'heure de se plonger dans les journaux du Moyen-Orient avec vous, Cyril. On démarre avec les journaux israéliens qui reviennent sur cet entretien accordé par Barack Obama à une chaîne de télé israélienne. Et c'était sur la 2 israélienne hier, Barbara, au micro d'Ilana Dayan, plus précisément, où Barack Obama a défendu l'accord qui se profile avec l'Iran sur le sujet de son programme nucléaire. Un accord qu'il veut solide et vérifiable et qui serait, selon lui, le meilleur moyen d'empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire. Pourquoi ? Eh bien parce que même s'il comprend les inquiétudes et les peurs des Israéliens, Barack Obama prétend qu'une solution militaire n'existe pas, même avec la participation des États-Unis, une des frappes aériennes qui ne permettrait que de ralentir temporairement le programme nucléaire iranien, mais ne pas le stopper littéralement. Alors ces propos de Barack Obama valent ce matin au président américain une volée de bois vert dans les colonnes du quotidien pro-Netanyahou, Israël Hayom, cité sous couvert d'anonymat des sources diplomatiques israéliennes. Fustige le président américain. Si un mauvais accord est signé le 30 juin prochain, c'est avant tout parce que Obama le veut bien, titre le journal donc avec la photo du président en une du journal. Et puis après Jérusalem et Ramallah, on l'a dit, le ministre des Affaires étrangères allemand était hier dans la bande de Gaza. Oui, c'est le chef de la diplomatie allemande Steinmeier qui a comparé la bande de Gaza à un baril de poudre. Voilà ce que nous disent ce matin nos confrères du journal Félestine qui paraît à Gaza. Crise économique, tension interpalestinienne, bref, une situation explosive qui doit être à tout prix évitée, notamment grâce à la reconstruction de l'enclave palestinienne. Oui, mais attention, assure Steinmeier, la reconstruction ne sera possible que si les tirs de roquettes en provenance de la bande de Gaza sur le territoire israélien cessent.
une bonne fois pour toutes. Et à noter d'ailleurs que la presse israélienne dément ce matin, Barbara, que Steinmeier ait pu servir d'intermédiaire, de médiateur entre Israël et le Hamas au sujet d'un éventuel échange de prisonniers entre Israël et le Hamas. Et on reste à Gaza, Cyril, pour finir, où un premier mariage collectif a été célébré, 2000 couples, peut-être même un record mondial. Oui, des femmes voilées avec cette affiche, vous allez la voir, Shukran Turkiya, en français dans le texte, merci à qui ? Merci à la Turquie. Ankara qui a parrainé un mariage collectif à Gaza, donc 2000 couples qui ont convolé, c'était dimanche lors d'une cérémonie organisée dans un stade à Gaza, et le journal Palestine qui nous gratifie ce matin de l'album photo du mariage. Heureux événement, donc homme en costume, vous le voyez avec, ça ne vous a pas échappé, la photo du président Erdogan, des hommes en costume, donc des défilés de chameaux, de chevaux, des danses traditionnelles palestiniennes. Coût des noces, selon le quotidien gazaoui, près de 4 milliards de dollars aux frais, on l'a dit, du sultan ottoman. Merci Cyril. Et on reste au Moyen-Orient avec une tendance qui se développe pour les voyageurs à petit budget, offrir ses services dans une ferme contre le gîte et le couvert. Exemple en Israël avec ce reportage de Maël Benoliel. On les appelle les woofers, ces bénévoles qui viennent du monde entier pour prêter main forte aux agriculteurs. Comme ici, dans cette ferme bio de la région montagneuse de Galilée. En échange de quelques heures de travail journalier, ils se voient offrir le gîte et le couvert. Ce mouvement mondial qui a débuté il y a 40 ans en Angleterre soutient une agriculture biologique. Bien que méconnu du grand public, plus de 20 000 fermes agricoles dans le monde font partie de ce mouvement. En Israël, elles sont près de 80 à accueillir des bénévoles. Il y a environ 100 000 woofers dans le monde en ce moment. En Israël, ça dépend si on est avant l'opération bordure protectrice ou pas. Avant bordure protectrice, c'est à peu près 900 bénévoles. Ça commençait à vraiment bien marcher. Après bordure protectrice, c'est presque 2 fois moins de bénévoles. Mais les woofers reviennent petit à petit. On souhaite que cela continue. C'est le cas d'Armand. Ce jeune franco-américain est arrivé des États-Unis il y a quelques semaines, attiré par cette façon alternative de découvrir un pays. Il y a sans doute plusieurs façons d'explorer un pays, mais ça c'est une façon pas chère de le faire. Tu as juste à acheter un billet d'avion, tout le reste est compris et c'est surtout une façon intéressante de découvrir un pays. Vous savez, vous pouvez être en ville où tout a été fait pour les touristes. Le tourisme est une grosse industrie dans tous les pays. Ici, tu n'as pas le côté touristique, tu découvres comment vivent vraiment les Israéliens. Grâce au woofing, tu peux vraiment découvrir à quoi ressemble le pays et c'est une expérience vraiment très enrichissante. Ici, dans cette ferme du nord d'Israël labellisée Woofing, les bénévoles sont amenés à prendre soin des chèvres. Ce sont même eux qui s'occupent 2 fois par jour de traire les bêtes. La première fois, ça a été il y a 2 semaines et demie, comme ça, ouais. On apprend vite. Et après l'effort, le réconfort, surtout quand la météo est caniculaire. Quand il fait très chaud comme ça, plus de 40 degrés, Dalia et Amnon ne nous font pas travailler parce que ça peut être dangereux. Dalia et Amnon sont les hôtes de cette ferme. Il y a 30 ans, ils ont quitté leur vie confortable pour devenir agriculteurs et se sont installés dans ces montagnes. En quelques années, ils ont déjà accueilli des centaines de woofers. Le fait que nous accueillons des bénévoles, que nous soyons proches d'eux et qu'ils nous aident, nous a permis d'en être là aujourd'hui. Chaque bénévole qui arrive ici a sa place. Il peut s'exprimer, évidemment. Cela nous aide vraiment. Il est tout à fait possible que si le woofing n'existait pas, on n'en serait probablement pas là aujourd'hui. C'est comme famille ici. Ouais. Ils sont vraiment gentils. Dalia, elle fait toute la nourriture pour nous, alors c'est délicieux. Hein. Ouais. C'est comme quand on est à un restaurant tout le temps. Et c'est dans cette cabane en bois que les woofers passent leur nuit. Des conditions pour le moins spartiates, mais qui n'ont pas l'air de déranger les bénévoles, surtout après des journées passées dans la peau d'éleveurs de chèvres. On est très fatigué. Hein. Tu pourrais dormir par terre. Hein. Ouais. Le woofing, un concept gagnant-gagnant de plus en plus en vogue, que ce soit en Israël ou dans les 4 coins du monde.
Ça vous plaît comme concept? Oui, ça me plaît. Puis bénévoles et travail agricole, ça me rappelle surtout l'époque glorieuse du kibbutz où des touristes du monde entier venaient passer des mois en Israël pour découvrir un nouveau mode de vie, un mode de vie tout particulier autour du partage. Et une autre façon de découvrir Israël. Absolument. Merci Cyril. À suivre cette image qui a fait le tour du monde en quelques heures. Le père Kardashian, devenu femme, fait la couverture du Vanity Fair. Et puis Kim Kardashian est pour sa part enceinte pour la deuxième fois. Alors on tente de comprendre ce matin pourquoi cette émission de télé-réalité rencontre un succès inédit dans l'histoire et pourquoi Kim a plus de fans sur Twitter que Barack Obama en personne. Réponse après un nouveau journal, le point complet sur l'actu qui vous est présenté ce matin par Eleanor Veil. Et on est de retour sur le plateau du Morning. Merci d'être avec nous. On ouvre à présent une page cinéma avec tout d'abord ce film qui crée le scandale et effraie les distributeurs avant même sa sortie. Un Français. C'est l'histoire d'un skinhead repenti. Date de sortie prévue le 10 juin. Alors inquiétude justifiée ou gros buzz marketing prémédité? Élément de réponse avec Cyril Amar. Un Français, c'est le titre du nouveau long métrage de Patrick Asté, alias Diastème. Le film, qui sortira en salle le 10 juin prochain, retrace l'histoire d'un ancien skinhead en pleine rédemption. Pour Marco, fini les ratonnades, les rixes et les collages d'affiches d'extrême droite. Le parcours d'un salaud qui veut devenir quelqu'un de bien. Un sujet grave, rarement porté au grand écran. Oui, mais voilà, le film semble déranger certains exploitants de salles. Avec plus de 40 avant-premières déprogrammées, le réalisateur avoue ne pas comprendre. Une cinquantaine d'avant-premières proposées. On a eu à peu près 42 refus. Pour quel motif? Les exploitants ont peur? C'est ce qui a l'air de dire, pas tous évidemment. Il y a des exploitants formidables qui prennent le film, qui soutiennent, mais voilà, le distributeur partait sur une centaine de films. Sur une centaine de copies prévues, seule la moitié sera projetée dans l'Hexagone. Le distributeur évoque une spectaculaire campagne de haine, attisée par des commentaires agressifs et menaçants autour de sa bande-annonce sur les réseaux sociaux. Simple choix marketing ou autocensure plus sournoise. Une chose est sûre, dans une France en plein questionnement identitaire, les professionnels du 7e art semblent peu friands de sujets sensibles. Pour Diastème et un Français, le jour de gloire n'est pas encore arrivé. Bonjour Laetitia. Bonjour. On va parler dans un instant de Vincent Cassel, pour mon plus grand plaisir. Avant cela, un mot sur ce film. Oui, c'est vrai qu'en fait, ça n'a pas été mentionné dans le sujet, mais on est un petit peu en retard par rapport aux Américains qui avaient déjà traité le sujet de manière extraordinaire dans American History X. Et le film avait été extrêmement bien reçu, pourtant était très difficile, avec des scènes extrêmement difficiles à regarder. On a tout de même l'impression qu'un Français, c'est plus dans la retenue, et pourtant ça effraie visiblement les exploitants. C'est vrai. Oui. Très beau film américain. Allez, on parle de Vincent Cassel, encore et toujours. De quoi s'agit-il? Qui n'a jamais incarné un skinhead, mais dont on parle de plus en plus. C'est une grande année pour Vincent Cassel. On l'a vu au Festival de Cannes. Il présentait 2 films en compétition, un film italien, un film français. Et bien là, le 24 juin, on le retrouvera en salle dans un film bien français, aux côtés de François Cluzet. L'histoire va peut-être vous dire quelque chose. Un petit moment d'égarement. On regarde ça en image. Quand je vois ça, je me dis que nous, à Paris, on vit vraiment comme des cons. T'as raison. En plus, il n'y a pas de réseau, c'est génial. Vous allez arrêter d'être des putains de stéréotypes de votre génération? Papa, est-ce qu'on peut sortir ce soir? 1h30 max. Qu'est-ce qu'on dit? Merci mon papounet. Non, arrête tes conneries, moi c'est pas papounet. Non, lui c'est papy. Tu parles de sexualité avec ta fille, toi? Ouais. Là, c'est un bébé. C'est un bébé. Oh oui, on a vu son cul! Tu vas pas sortir avec qui? C'est un gamin. Il y a mieux comme mec. Mais vas-y, genre qui? Genre, je sais pas, moi je vois un mec avec qui tu peux parler, tu peux t'apprendre des trucs, et puis sexy, sympa, intelligent. Qu'est-ce que tu fais, ça va pas ou quoi? Tu mets de la crème. C'est à moi? Bah tu demandes à ton père, ça va. Je suis en train de lire. Bon, ok. Tu crois que je vais te laisser sortir tous les soirs? Toi, t'as pas besoin? T'as toi à domicile. Hier soir, c'était n'importe quoi, il ne s'est rien passé. Ah putain! Je suis malheureuse, papa. Tu peux tout me dire. Ton père s'est mis dans la tête de tuer le mec qui t'avait touché. Mais quoi? On avait dit que tu me ferais pas ça sans m'en parler. Mais papa, mais tu voulais quoi? Je t'envoie un texto?
marrant. Mais c'est qui cet enculé? Antoine, faut que je te parle. Mais ça va pas, des trucs comme ça sur Facebook, c'est complètement fou. Qu'est-ce que tu fais? Je vais le baiser, cet enculé. Arrête. Oh, merde, conne. Oui, bien sûr qu'il y a un code. En fait, t'as peur de papa? Moi, j'ai peur de ton père, moi. Ah, fais-moi le maillot alors. Je vais le défoncer, ce con. Elle t'a dit qui c'était? Je vais le trouver, va, t'inquiète pas. Luna, mon bébé, avec un vieux con de 45 ans. Non, mais imagine 2 secondes. Ah, tu vois, tu peux même pas imaginer. Déjà, le choc, ils sont papas. Oui. On vieillit, c'est Ouais. terrible. C'est un remake en fait. Oui, c'est un remake, exactement. C'est pour ça que ça peut peut-être vous dire quelque chose. C'était un film qui avait été réalisé par Claude Berry en 1977 et c'est bien son fils, Thomas Langman, qui est derrière ce projet. Ça garde le même titre, la même histoire. Il y a aussi un remake américain qui était intitulé La faute à Rio, qui avait été réalisé par Stanley Donen avec Michael Caine et Joseph Bologna, qui était sorti aussi en 84. C'est une histoire qui est finalement intemporelle. Ouais. Cette histoire des 2 papas qui partent en vacances et avec leurs 2 filles respectives, et l'une des filles va visiblement tomber amoureuse de l'un des 2 papas, et on ne sait pas forcément, enfin en tout cas on va pas le dire comment ça se termine. Est-ce que l'autre papa va découvrir la vérité ou pas? Voilà, ça il faudra aller en salle le 24 juin pour le savoir. Voilà, ça sort donc le 24 juin. Merci beaucoup Laetitia. Allez, une question à présent. Jusqu'où ira la télé-réalité? Après avoir épuisé tous les genres, CBS a lancé cette semaine The Briefcase, l'attaché-caisse, une mallette qui contient $100 000. Mais pour l'obtenir, une famille dans le besoin devra en priver une autre. Rudy, s'en est à se demander jusqu'où ira le cynisme. Oui, en tout cas, en 15 ans d'existence, la télé-réalité nous a habitués progressivement aux pires concepts comme Born in the Wild, la télé-réalité qui vous fait accoucher en pleine nature, où là on voit Adam et Ève, où les couples se rencontrent dans le plus simple appareil, et puis la liste est encore longue évidemment. Alors au chapitre mauvais goût, il y a aussi les télé-réalités qui de par le monde surfent sur la crise économique, comme Entre Todos que vous voyez, où les Espagnols viennent depuis 2008, depuis la crise de 2008, exposer leurs problèmes pour faire appel aux dons des téléspectateurs. Voilà, là c'est pour le chapitre cynisme. Et donc le week-end dernier, les téléspectateurs de CBS ont été très nombreux à découvrir le premier épisode de The Briefcase. On en parlait depuis des mois. Alors c'est selon le créateur Dave Broom, le créateur de ce programme, ce n'est pas forcément une télé-réalité, mais un docu-réalité sociale. Donc la mécanique du programme, vous l'avez décrite. On confronte donc 2 familles dans le besoin. On leur donne un attaché-caisse avec un peu plus de $100 000. Puis on raconte le destin de l'autre famille à cette famille qui est autant dans le besoin qu'elle. Et elle aura donc le choix entre garder l'argent, en donner une partie ou tout donner à l'autre famille. Maintenant qu'on a planté le décor, regardez ce que ça donne en images. Each week, 2 deserving families that have been dealt a tough hand. We are living paycheck to paycheck. I'm so sick of struggling. Will be given a briefcase with $101,000 inside. Is this really my money? No way! Oh my God, I've never even seen so much money in my life. And it will change their lives forever. It could really help my family pay a lot of the student loans that we have. It sets up a house, everything that we've been dreaming for. Thank you guys so much. But with the $101,000 comes a life-altering decision. The money is yours, but there also is a decision. You can keep all of the money, you can keep some of the money, or you could choose to give all of the money away. If you decide not to keep it all, what's ever left is going to go help another family who may be in as much need, or maybe more, than you guys. What the families don't know is that they were both given a briefcase and are actually contemplating whether to give any money to each other. There's no way we can give 1 penny to them. I'm sorry, this was offered to us. I'm gonna give it all away. Over the next 72 hours, they'll receive information about each other. Their total debt is $490,000. I had a heart attack when I was 38. Alors, avec un tel concept, comment le créateur peut faire face aux critiques finalement?
En tout cas, elles sont nombreuses. Il essaye de se défendre, Dave Groom. Mais c'est vrai que les critiques disent que ça met des familles déjà en difficulté dans un véritable enfer psychologique pendant 72 heures. D'autres disent que cela monte les pauvres contre les pauvres. Alors Dave Groom se défend. Regardez, il dit cette émission ne se centre pas sur l'enjeu financier. C'est tout sauf en rapport avec l'argent. Les téléspectateurs vont regarder, commenter. C'est très intéressant car pour lui, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. L'autre ingrédient explosif, Rudy, de ce concept, c'est que finalement il oppose deux familles très différentes. Différentes, c'est même un euphémisme en fait. C'est ça que par exemple, un épisode confronte deux familles qui ont le même problème. Le même problème, c'est qu'ils ne peuvent pas avoir d'enfants et avoir $100 000 évidemment leur faciliterait l'accès à la procréation in vitro, sauf qu'une famille est un couple homosexuel, un couple de lesbiennes, et l'autre famille est une famille texane ultra conservatrice et fan des armes. Alors voilà, qu'on aime ou pas The Briefcase, c'est l'événement. Il est arrivé mercredi dernier en tête des audiences aux États-Unis sur CBS, et voilà, ça relance encore le débat sur ces programmes qui surfent plus que jamais sur la crise. Merci Rudy. Voilà, et on en vient à présent à cette image qui a fait le tour du monde en quelques heures depuis hier. On va la voir dans un instant. La voici, la couverture du Vanity Fair. Et vous la reconnaissez peut-être. Il s'agit du beau-père des filles Kardashian, Bruce Jenner, qui a donc fini sa transformation en femme. Voilà, ça fait le buzz un petit peu partout. Laetitia, vous la trouvez comment, Caitlin ? Je la trouve super jolie. Finalement, en fait, on envoyait plusieurs photos de Bruce Jenner dans la presse. Bon, tout au long de la transformation. Tout au long de la transformation. Et c'est vrai que là, ça arrive comme un choc. On ne s'attendait pas. Alors après, on ne sait pas s'il y a du Photoshop ou si c'est des doses et des doses de maquillage. Mais en tout cas, le résultat est plutôt réussi. Vous trouvez ? C'est pas vraiment mon style. Bon, en tout cas, là, tout le monde se tourne vers moi. Elle me pose une question difficile. Oui, Kathleen est très jolie. C'est vrai, c'est très réussi. C'est surtout la photo qui réussit, plus que sans doute, changement de sexe. En tout cas, la famille Kardashian continue à faire parler d'elle. Kim Kardashian, on l'a appris hier, est enceinte pour la deuxième fois. Et on tente de comprendre pourquoi son émission de télé-réalité rencontre un tel succès inédit dans l'histoire. Pourquoi Kim a plus de fans sur Twitter que Barack Obama en personne. Betsabé, vous tentez de percer ce mystère. Exactement. Alors Kim déjà a annoncé sa grossesse, on va le préciser, c'était dimanche soir à la télé. Ça faisait des mois qu'elle essayait de tomber enceinte. La 10e saison d'ailleurs de l'incroyable famille Kardashian, Keeping Up with the Kardashians, mettait en exergue ces milliers de tentatives pour avoir un deuxième enfant. Son médecin même a dû lui expliquer qu'il fallait lui enlever l'utérus carrément, car comme le reste de sa vie, et c'est ça qui est important, et bien les difficultés de Kim pour tomber enceinte ont été suivies de près par les caméras. Donc l'annonce a été à la télé aussi, donc ce dimanche soir. Mais pourquoi ça intéresse tant de gens? Eh bien, c'est une star de la télé-réalité, Kim, avec un plan de com béton qui implique sa famille, avec le côté conte de fées, avec plusieurs marques, parfums, vêtements, vernis à ongles. Et ses fans et paparazzi sont prévenus à chacun de ses déplacements. Et puis, bien sûr, ne pas oublier le fessier de Kim. Tout un monde, lui aussi. Résultat, eh bien, elle touche toute une série de publics dans le monde entier. Et pourtant, eh bien, Kim Kardashian n'a aucun talent particulier, rien d'autre à offrir qu'elle-même et sa famille, genre nouveau riche. Sauf que, eh bien, on s'attache à des bimbos aux commentaires stupides. Eh bien non, pas seulement. C'est justement parce que les situations sont à peine scénarisées qu'il n'y a plus du tout de vie privée, que le public est témoin des faiblesses de cette famille, depuis la dépression du frère à la transsexualité du beau-père dont on vient de parler, en passant par les aléas de la vie de famille. C'est pour tout cela que les gens tombent sous leur charme. Vous rejetez à cela une vie de luxe, un jet privé pour le moindre déplacement, une manucure nickel 24 heures sur 24, et vous avez tous les ingrédients, Barbara, qui ont rendu des millions de fans addicts. Je vous propose de regarder un extrait. Dans l'épisode d'aujourd'hui, ça va être le studio d'enregistrement de Kanye. On voit que vous êtes riche. Vous vous incluez dans les plans de la maison. Kanye aime bien nous visualiser. C'est dingue. Faut que j'apprenne à rapper. J'essayais de prévenir Lamar pour cette histoire de paparazzi. Votre appel est transféré.
Je me cache parce que j'ai peur des gens, alors que j'ai rien fait du tout. Voilà, et ça marche, hein, on ne le répétera jamais assez. Mais ça marche, ça fonctionne, hein, de plus en plus de téléspectateurs. PME. Vous avez d'ailleurs dans la famille Kardashian, vous avez le mari, hein, Kanye West, qu'on voit pas beaucoup hein, d'ailleurs dans la série, la demi-sœur Kendall Jenner, mannequin, hein, qui monte, Kris, la mère, accessoirement manager de Kim, et puis le deuxième mari de celle-ci est beau-père de Kim, Bruce Jenner, enfin ex-Bruce, on l'aura compris. Alors quand la saison 1 de l'incroyable famille Kardashian est diffusée en octobre 2007 sur une chaîne câblée, eh bien ce nom est à peine connu, et pourtant aujourd'hui eh bien les épisodes sont suivis par 2 à 3 millions de téléspectateurs, le contrat le plus rentable de l'histoire de la télé-réalité selon le magazine Forbes. Kim qui reste l'héroïne à 30 millions d'abonnés sur Twitter, comme vous le disiez Barbara. Voilà, donc pas de raison d'arrêter le tournage après la 10e saison. Alors pourtant Kanye West n'est pas vraiment fan, il aimerait bien que Kim démissionne, mais maman Kris, 59 ans, est là pour veiller au grain. D'ailleurs, elle vient de renégocier 100 millions de dollars pour 3 saisons supplémentaires. Pas question donc de laisser échapper la star. Et pour sûr, les fans ont bien l'intention de s'accrocher aussi, d'autant qu'on a maintenant ces révélations fracassantes hein, du beau-père de Kim et de l'ex de la mère Kris. Kim apparemment le soutient entièrement. Enfin, la famille est quand même en pleine thérapie pour affronter la nouvelle. Et Bruce est devenu ainsi cette Caitlyn. Je vous propose de revoir cette photo qui fait le tour des médias du monde. On en a, à mon avis, pour encore quelques temps. Quelques bonnes années avec la famille Kardashian. Merci beaucoup Betsabe, merci les amis et merci à vous d'avoir été avec nous ce matin. Je souhaite de passer une très belle journée. Tout de suite un nouveau point complet sur l'actu. Portez-vous bien.